Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. Merci d'être là en ce mardi 14 mai, bien sûr. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Dans l'émission aujourd'hui, nous aurons l'occasion de retrouver bon nombre de rubricards. Donc, il y aura entre autres Nabil Kitouni qui viendra nous parler de cinéma et d'actualité en la matière. Il y aura également Nassiba Jaïdir pour la rubrique Mosaïque consacrée aux artistes, mais également Rahim Abdelaziz qui s'intéresse de très près à l'environnement et justement aux sites culturels et touristiques de notre pays. Hormis cela, nous sommes toujours au cœur du mois du patrimoine et à cet effet, nous allons encore faire un gros plan sur une des chevilles ouvrières en matière d'archéologie, une des fourmis qui travaillent dans l'ombre pour que notre patrimoine survive longuement en faveur des générations futures, excusez-moi. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Yamina Chayeb Saoudi, paléontologue, archéologue, qui s'intéresse de très près à l'archéologie et aussi à l'histoire de sa ville natale, d'Elis en l'occurrence. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'une des plus vieilles médinas du Maghreb. Il s'agit de la Kasbah de Délis et bien sûr avec l'éclairage de Yamina Chayeb Saoudi. Dans notre matinale aujourd'hui, nous aurons le plaisir, mais vraiment le plaisir et certainement que ses fans seront ravis ce matin de recevoir l'interprète El Hasnaoui Amchtouh. Il sera accompagné de son percussionniste ce matin, donc certainement que vous aurez l'occasion d'entendre sa voix et justement les mélodies qu'il a le plaisir de partager souvent avec son public et qu'il compose aussi souvent. Voilà qui est dit par rapport au programme de cette matinale. Encore une fois, bienvenue dans votre magazine Bonjour d'Algérie qui débute tout de suite par un point météo signé Amel Laribi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Nadia, ça va? Ouais, on se frotte les bras, il fait froid. Oui, il fait froid au studio. Le studio est On vraiment gèle. froid ce matin, on gèle. Oui. Qui baisse un La peu climatisation, clim. parce que la climatisation est restée allumée Oui, toute la nuit. exactement, oui. Moi, j'ai eu la même réaction, sauf que bon, moi, je suis un peu moins énergique. Ouais, tout à l'heure, on se frotte. Ça va? Ça va très bien. Heureusement merci. qu'à l'extérieur, c'est autrement. Ah non, hein. non, à l'extérieur, Il en c'est est- autre chose. Il en est tout autre. Ah non, non, c'est dehors, autre chose. Et Franchement, d'ailleurs, différemment. les cartes Parle d'elle-même. parlent d'elles-mêmes, voilà. Mais quand même, on aime bien votre voix. C'est gentil. On Nadia. aime bien que vous accompagniez quand même par Merci vos bien. explications et vos éclairages. C'est gentil. Alors, Allons-y. qu'en est-il d'aujourd'hui? Alors allons-y. Bonjour à tous, c'est bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, on aura quelques nuages bas, mais en matinée sur les régions côtières et l'intérieur ouest et centre, laissant place au soleil tout au long de la journée. Par contre, à l'est, on aura un ciel partiellement nuageux avec quelques pluies éparses près des côtes et avec toutefois des formations nuageuses vers l'intérieur et les hauts plateaux de l'est. La moitié sud, excepté quelques voiles vers le sud-ouest, l'extrême sud, le Égard et le Tassili avec des foyers orageux isolés vers l'extrême sud, le Égard et le Tassili, accompagnés de quelques pluies la journée. Ailleurs, le soleil brillera de tous ses feux vers le Sahara central, le Nord Sahara, les oasis, le Sahara oriental, avec de fréquents soulements de sable vers l'extrême sud et le Sahara central. Les températures, quant à elles seront plutôt agréables pour la saison. Le maximum 30 degrés du côté de Relizane, 29 à Tlemcen, également Chlef, Mascara, 29 à Oran, Mascara, 27 à Tlemcen, 24 à Alger, 23 degrés à Tizi Ouzou, également à Al-Biyad, 21 à Djelfa, Annaba, 18 Sétif, 19 degrés à Batna, au sud 29 degrés du côté de Biskra, 28 Gardaïa, 36 Béchar, 35 degrés à Ilizi, 34 à Tamanrasset, Janet, 41 degrés à Insalah, 42 degrés à Adrar et le maximum cette fois-ci Tindouf, Borj Mukhtar et Ingzam avec 43 degrés. L'Europe, eh bien le temps s'améliore avec du soleil durant l'après-midi, plus exactement à Paris, Londres, Madrid, Lisbonne, Marseille, partiellement nuageux à Dublin également, Copenhague,
Berne et Prague, mais la pluie restera bel et bien présente à Varsovie, également Budapest, mais un temps nuageux à Rome, Bucarest et Athènes. Le mercure affichera 14 degrés à Copenhague, Berlin, 17 degrés à Paris et Dublin, 23 degrés à Bordeaux, 13 à Budapest et Varsovie, 10 degrés à Prague, 20 degrés à Bucarest, 21 degrés à Athènes, 19 à Marseille et enfin 29 degrés vers la péninsule ibérique, plus exactement Lisbonne et Madrid. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci beaucoup, Amel. Merci. Ce fut très clair, Clair et net. précis, concis. Et on en sait davantage pour la journée d'aujourd'hui. Donc, Exact. merci également à De vous. Et je vous souhaite une excellente journée. Excellente journée. Excellente journée. Merci. Donc, et la journée débute tout de suite avec notre magazine qui a pour ouverture aujourd'hui une vieille médina, une médina millénaire, je dirais, qui justement séduit encore les touristes. Il s'agit de Délices. Délices, c'est tout de suite, visité tout de suite par Menel Boutouaba, rien que pour vous. En dépit de la patine du temps et des séquelles irréversibles laissées par l'homme, la Casbah de Délices a su garder un cachet atypique forgé par un passé glorieux. Cette belle cité nichée à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer a été construite sous le règne des Hammadites entre 1014 et 1153. Le séisme du 21 mai 2003 a provoqué la destruction de plusieurs de ces bâtisses. Aujourd'hui, elle est totalement abandonnée. C'est une Casbah qui a disparu depuis 2003. Et il n'y a personne qui l'a retapé ou l'a rénové. On attend. Ils ont enlevé toutes les tuiles et les ont remplacées par des toitures en zinc. Ils auraient dû conserver les tuiles, restaurer les portes. Ça, c'est du bricolage. La Casbah de Délices a énormément souffert du séisme de 2003 qui a détruit une grande partie de la cité. La plupart des maisons ont été fortement détériorées ou totalement détruites. C'est pour cela que le ministère de la Culture a élaboré un programme en 2007 pour sa restauration et l'a classé comme patrimoine national protégé, conservé au sein de l'antique ville de Délices. Les travaux de restauration de l'époque se sont limités au nettoyage des gravats et à la réparation des fissures dirigés par des architectes et des ouvriers totalement inexpérimentés dans le domaine de la restauration du vieux bâti. Son style architectural berbéro-andalou a beaucoup perdu de son éclat. Sa dégradation s'est accentuée avec l'abandon des propriétaires des logements après le séisme. Quand ils faisaient l'étude pour la restauration de la Casbah de Délices, ils nous ont posé beaucoup de questions. Nous étions des intermédiaires entre les habitants et les autorités en charge. Quand ils nous ont demandé notre avis, nous leur avons exigé de désigner une équipe de spécialistes pluridisciplinaires, des architectes spécialisés dans la restauration, des archéologues, des historiens, afin de prendre en considération toutes les dimensions du projet. Il y a la commune de Délices, l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés, entre autres organismes qui vont être impliqués dans l'opération de réhabilitation et de restauration de la Casbah. En attendant, cette vieille cité qui a résisté des siècles durant se fait engloutir jour après jour par les nouvelles constructions qui l'encerclent de partout et menacent de disparaître dans un futur proche. Et oui, c'était là un reportage signé Menel Boutouaba qui nous faisait découvrir la vieille médina de Délices. Et bien sûr, nous aurons le plaisir aujourd'hui de découvrir cette médina autrement à travers le regard d'une native de cette belle ville, de cette vieille médina. Il s'agit de Yasmina Chahid Saoudi. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes paléontologue à la base, archéologue, chercheur en histoire, je pourrais dire. Vous interrogez les pierres souvent pour nous raconter justement leur histoire, l'histoire des civilisations qui ont parcouru notre Algérie. Oui, on s'efforce à le faire, à réaliser, à faire parler ces pierres-là. C'est pas toujours évident. On a des outils pour ça. Et on essaie de les mettre à contribution, effectivement. Mon attachement à cette ville, en fait, il est, comme vous l'avez expliqué, par cette relation filiale, mais également par mon métier en tant qu'archéologue et en tant que responsable de ce patrimoine algérien en général.
Très bien. On a toujours pensé qu'Alger, la Casbah d'Alger était la plus vieille Casbah, la plus vieille médina de notre pays. Est-ce le cas? Eh bien non, il s'avère que ce n'est pas le cas et je crois que je l'ai bien dit déjà en 2003. Si ma mémoire est bonne, c'était la période donc du séisme du 21 mai 2003 et Délice a été gravement affectée par ce séisme. C'est toute la wilaya de Boumerdès. Absolument. Et c'est là où j'ai tiré donc la sonnette d'alarme avec un papier d'abord qui a eu un retentissement certain, on va dire, puisqu'on a vu la suite. Et donc nous effectivement, connaissons peut-être la suite, mais le téléspectateur ne connaît pas. Donc oui, il a eu quand même une incidence. On va essayer absolument. On va essayer de la lui expliciter, de la résumer, parce que c'est un long parcours de 2003 à aujourd'hui, ça fait quelques années. Et donc, c'est une ancienne Casbah. Pourquoi? Tout simplement parce que Délice, du temps des musulmans, de la période médiévale, a été construite vers 1068. Donc on a des données historiques, des archives qui disent bien en quelle année, comment et par qui. Donc par un prince d'Almeria qui serait venu, mais évidemment avec la bénédiction de Bjaya, qui était un phare à l'époque civilisationnel et dont Délice dépendait. Et donc oui, de ce point de vue-là, c'est la plus ancienne Casbah. Maintenant, est-ce que sur le plan typologique, nous sommes capables de reconnaître l'ancien bâti datant du XIe siècle et le bâti un peu plus récent et ensuite très récent? Eh bien, tout le monde vous dira que lorsqu'on a des maisons, par exemple, ces maisons subissent des modifications chaque année, presque, et donc il est difficile de remonter dans le temps. Des rajouts, absolument, un changement de style, tout à fait, comme on le fait aujourd'hui. Voilà, une maison, c'est fait pour vivre et donc pour être sans cesse modifiée. Mais le schéma de base, nous l'avons. Alors c'est quoi ce schéma de base? Du moins dans les édifices non pas publics mais privés, ce schéma de base, eh bien c'est une maison de type méditerranéen avec un atrium, c'est-à-dire une cour intérieure, avec avant une srifa pour entrer, un peu ce qui se fait à Alger et dans toutes les Casbahs. C'est méditerranéen, c'est à la fois médiéval et arabe, mais avec plutôt une touche andalouse qu'une touche ottomane. Et c'est ce qui caractérise et différencie la Casbah de Délice de celle d'Alger. C'est-à-dire qu'à Délice, vous avez une toiture, par exemple. Vous n'avez pas des terrasses comme à Alger. Vous n'avez pas l'ouverture vers le ciel. Pas du tout. C'est différent. Le patio est couvert. Tout à fait. Ça, c'est une pratique andalouse et arabo-andalouse, si j'ose dire. Et vous avez à l'intérieur des maisons des jardins qu'on appelle les riads. Voilà. On voit un petit peu à l'extérieur de vieilles oui, maisons. voilà. Là, c'est un derb, donc c'est une houma. Et puis à côté, au fond, vous avez Sidi El Harfi qui est un mausolée. Et on déplore le fait que ce soit aujourd'hui une administration. Mais voilà, c'est donc des caractéristiques andalouses, arabes, méditerranéennes, mais aussi berbères, parce que sur le plan architectural, nous avons certains éléments qui le prouvent. On ne sait pas différencier très bien l'ancien du nouveau, et c'est normal, et la question, je dirais, elle ne se pose même pas quand il s'agit des maisons, mais il n'en demeure pas moins qu'elle a un cachet ancien, et que oui, de par la date de sa construction, de par son schéma, elle ne peut être que plus ancienne qu'Alger. Très bien. Tout à l'heure, pendant que vous évoquiez Délice, un ouvrage était apparu à l'image. C'est l'ouvrage justement que vous avez consacré à cette ville, Délice aux 1000 temps, édition Dutel. Donc c'est un ouvrage qui rassemble vraiment l'ensemble des informations qu'on pourrait vouloir découvrir autour de cette ville de Délice, c'est-à-dire vous allez du plus petit détail, aussi du plus ancien temps, des plus anciens temps, des temps les plus reculés aux civilisations actuelles. Oui, effectivement, c'est une sorte de monographie. C'est-à-dire, j'ai essayé de compiler toutes mes connaissances sur Délice. J'ai évidemment rajouté certains détails, accéléré un petit peu la recherche. Mais effectivement, je vais de la préhistoire, donc des établissements les plus anciens, jusqu'aux établissements les plus récents. Sur la base de quoi? Vous savez que nous, notre histoire, elle est surtout orale. Et donc, j'ai fait ça sur la base des
monuments et des objets archéologiques. Et donc c'est en les décrivant, en les datant parfois, quand cela est possible, que j'ai essayé de mettre en place une histoire qui va donc de la préhistoire, de la haute préhistoire, en passant par la période punique, carthaginoise si j'ose dire, berbère, antique romaine et ensuite médiévale, et puis un détour aussi à la fin par les savoir-faire des habitants, parce qu'on a un parler des Lyciens, on a une gastronomie, la mer nous a beaucoup enrichi, nous a donné beaucoup de recettes, si j'ose dire. Voilà. Et puis on a des devinettes, des contes, enfin il y a sur le plan du patrimoine matériel et sur le plan du patrimoine immatériel, beaucoup à faire et un héritage extraordinaire à exploiter, évidemment. Moi, j'ai envie de marquer une halte sur l'ouverture de cet ouvrage. Des mots m'ont interpellée. Vous dédiez votre ouvrage à Tanit, une ancienne déesse, justement. Oui, en fait, Tanit, c'est pour certains Tanit, mais pour d'autres, c'est une déesse, oui, berbère, punique aussi, connue dans tout le monde oriental, mais aussi donc au Maghreb, bien avant l'islam. Pardon ? On l'associe à Balamon, souvent. Oui, on l'associe à différentes déesses, à Ishtar également. En fait, oui, c'est la déesse mère. C'est un peu la terre nourricière, hein, pour moi, en fait. Je voulais dédier ça à toutes les mères, oui, absolument. Félix. Oui, alors Félix est un habitant. On a trouvé une stèle de ce Félix. Hein. Et puis c'est bien, le nom s'appelle Victorieux, donc ça augure de choses assez positives. Oui, Félix aussi, c'est un habitant, un simple habitant de Délices, de l'Antiquité. Et vous évoquez également le prince d'Almeria. Ah ben c'est le fondateur. Vous l'avez dit, c'est le fondateur de la Tedlis médiévale. Oui, voilà, et puis Sidi Abdelkader el-Jilani. C'est le patron de Délices. En fait, il y a deux patrons, il y a une femme et un homme. Oui. Donc, Sidi Abdelkader el-Jilani, qui évidemment n'est jamais venu au Maghreb. Hein. Voilà, c'est une autorité, une figure religieuse très importante. Et d'ailleurs, elle est beaucoup plus présente dans l'Oranie que dans l'Est algérien ou le centre algérien. C'est le patron de la ville. Et à côté, on a aussi une autre patronne, c'est Lalla Mtouba. Très bien. Et vous terminez sur le Tout Délices, bien sûr. Tout Délices évoque des choses pour vous, donc Yasmina Cheid Saoudi. Vous avez aussi participé à des travaux scientifiques. Vous êtes une universitaire. Vous avez participé à des recherches au sein du CNRPH dont vous étiez membre donc, et chercheur pendant des années. Et puis aussi, dans le cadre universitaire, vous apportez un petit peu ce souffle dont on a besoin pour parler de cette vieille Médina. Oui, alors oui, en tant qu'universitaire, on est interpellé par justement l'état du patrimoine algérien. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution, comme proposition d'abord et comme solution ensuite, pour faire en sorte que ce patrimoine soit revitalisé. Évidemment, on a une part des solutions, on n'a pas toutes les solutions. Et pour Délices, c'est au sein de l'université d'Alger, de l'Institut d'archéologie où je travaille, que ces travaux ont été faits. Alors, oui, on s'interroge. Et je pense que votre documentaire l'a bien expliqué, qu'aujourd'hui, après avoir tiré la sonnette d'alarme, personnellement, les autorités donc, ont réagi, ça il faut le dire. La Casbah a été classée. Aujourd'hui, il y a un plan permanent de sauvegarde de ces secteurs sauvegardés, même si on n'est pas d'accord dans les détails. En tout cas, il existe. Ça a mis beaucoup de temps, mais quand bien même un outil est là. Alors maintenant, il faut commencer la restauration, parce qu'on a restauré certains monuments considérés comme étant des travaux d'urgence. Maintenant, il faut passer donc à cette Casbah qui effectivement se dégrade très très sensiblement de jour en jour. Alors, et les recommandations, avant de continuer, excusez-moi de vous interrompre, vous avez aussi publié énormément d'articles, vous et d'autres chercheurs justement et pairs, voilà, vos confrères ont fait le même effort et vous avez aussi participé à un colloque. Tout un colloque a été consacré à Délices, une ville des patrimoines. C'était
c'était un petit peu le label sous lequel a été organisée cette manifestation en 2017. Oui, tout à fait. Donc, sachant que la restauration ne se fait pas encore et ne voulant pas rester comme ça inutile à regarder un petit peu les choses se dégrader, j'ai initié ce colloque, donc je l'ai dirigé, conçu, mais aussi avec les membres de l'association Casbah de Délices, et on a été chercher quelques fonds à la commission algérienne de l'UNESCO pour pouvoir le réaliser. Il n'y a pas que ce colloque, il y a un autre ouvrage et d'autres actions qui ont accompagné ce colloque. C'est un colloque effectivement international, il faut le dire, où on a convié des gens pour réfléchir à quoi ? Eh bien, d'abord pour faire un état de connaissances et un inventaire des objets archéologiques et des monuments susceptibles d'être restaurés. Et là, ça fait appel quand même à des connaissances très précises, très détaillées et surtout inédites. Et ensuite, nous avons invité des géologues et des sismologues parce que Délices étant une ville sismique, avec une faille très importante à proximité de la ville, ce qui a fait qu'en 2003, toute la mer, en fait, le platier rocheux s'est surélevé, tout à fait. Donc, on s'est interrogé sur comment construire sur des bases antisismiques et de façon à ce que cette Casbah ne retombe pas à nouveau, et puis tous les habitants, en fait, tout Délices ne soient pas affectés à nouveau par ces séismes-là. Et c'était extrêmement enrichissant parce qu'on a appris, par exemple, que les séismes, eh bien, c'était cyclique. On avait des séismes très, très importants tous les 25 000 ans, tous les 12 000 ans, et puis tous les 5 000 ans. Et ça, c'est pour ceux qui sont enregistrés dans les strates sédimentaires, et que dire de ceux qui ne le sont pas, qui sont de moindre intensité, mais qui affectent le bâti de manière très sensible. Lorsqu'on n'est pas préparé justement à les recevoir. Tout à fait. Et c'était aussi l'occasion, donc vous voyez, il y a plusieurs chapitres dans ce colloque, c'était aussi l'occasion de présenter des stèles, par exemple, épigraphiques, avec des inscriptions, des stèles nouvelles, que le séisme a mis à jour. Vous savez qu'il y a eu beaucoup, de choses qui sont sorties. Hein, parce que le sol s'est fissuré complètement. Exactement. Donc, et on a eu, juste à côté de la muraille, du côté sud de la muraille, tout un cimetière antique chrétien, avec des stèles épigraphiques, avec des jarres, de la céramique, etc. Et on a déchiffré donc quelques-uns, et c'est extrêmement intéressant parce que deux de ces stèles disent énormément de choses. Alors la première, c'est ce qu'on appelle une ala miliaria. Elle a été en fait écrite, on va dire, dédiée à un des premiers cavaliers romains qui soit venu en Afrique du Nord. Donc on est dans la Mauritanie césarienne, on est juste après 40 après Jésus-Christ. Et c'est vrai que les vétérans étaient envoyés en Afrique du Nord après bien sûr de longs services de guerre. Ils pouvaient jouir de leur vie au Maghreb, qui était une terre fertile d'ailleurs. Oui, mais là ça nous renseigne quand même sur des dates assez précoces de l'arrivée de ces cavaliers, donc on va dire ça comme ça, si vous voulez, de ces soldats à Délices et dans ces villes côtières. C'est par là que s'est faite la romanisation. Et puis la deuxième stèle est aussi très importante. Pourquoi ? Parce que elle est sur un marbre de Chamtou. Chamtou, c'est en Tunisie. Et là, du coup, on voit que Délices recevait, donc faisait un commerce avec la Tunisie, et un marbre quand même assez important. Hein. Le marbre de Chamtou, il est connu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça nous rappelle le magnifique sarcophage qu'il y a au musée des Antiquités de Délices, toujours, de la période chrétienne, qu'on a trouvé juste à côté des murailles, cette fois-ci ouest de Délices, que les Français avaient trouvé à l'époque, et qui montre qu'il y avait un commerce avec l'Italie, cette fois-ci, avec Rome. Excellent. Donc pour clore cette rencontre, ô combien justement intéressante ce matin, qui nous a permis de rappeler l'importance de la Médina de Délices, vous étiez sur le point de réagir par rapport au reportage, et je vous avais interrompu, je n'aime pas ça, mais bon. Moi, je vous en prie. Voilà, vous disiez que quelque chose vous interpellait par rapport à l'état actuel de Délices. On termine là-dessus. Oui, je crois que
l'État nécessite une prise en charge très très rapide parce qu'il y a eu encore, il y a moins d'un an, des inondations qui ont gravement affecté le bâti. Il faut dire que évidemment, ça se dégrade au fil des temps, comme c'est une kasbah ancienne, il est difficile de la préserver, mais il y a aussi la main de l'homme, et il y a aussi tout cet amateurisme, il faut dire les choses comme ça, parce que pour trouver des solutions, il ne faut pas être indulgent avec soi-même. Il y a eu de l'amateurisme dans la gestion de ce patrimoine, on a enlevé les toitures, on a mis par exemple de la tôle, les gens souffrent beaucoup l'hiver du froid glacial, l'été de la fournaise, et ça occasionne des infiltrations et ça dégrade davantage. Ça a été une solution, une des solutions qui a été prise. Et donc, il y a de l'amateurisme. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'a pas encore une grande expérience en matière de restauration. Et beaucoup de personnes se sont inventées restaurateurs, et donc le résultat, il est là. Voilà. À chacun son métier, voilà, chacun son métier. Ça s'apprend, il faut du temps, mais il faut aussi beaucoup de sérieux. Et il faut surtout impliquer tous les chercheurs, des passerelles avec l'université, c'est très important. Dans cet article, dans ce colloque, pardon, il y a une grande architecte restauratrice qui est Amina Foufa Abdosmed, qui avait étudié la grande mosquée qu'on appelle Jama al-Kbir avant sa restauration, mais après, ça a été restauré sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Elle a mis en œuvre un logiciel très important qui n'existe pas ici. Elle a fait le travail avec des spécialistes du bassin méditerranéen, mais après, on ne demande pas aux spécialistes, en fait, leur avis. Hein, on les consulte de temps en temps, mais pas toujours. Et ça a été le cas pour nous, archéologues, où on a fait plusieurs propositions qui n'ont jamais été prises au sérieux. Donc, des passerelles entre les spécialistes et les gens responsables de la gestion de ce patrimoine et de sa restauration, et puis également la société civile. La société civile, c'est très à travers important. L'association, donc vous avez cité tout à l'heure déjà les amis de la Kasbah Délice, c'est ça? Oui, pas seulement, hein, il y a plusieurs associations, mais je veux dire, il ne faut pas faire semblant. Il faut réellement contacter les témoins, les plus anciens, les plus âgés, ceux qui connaissent très bien la Kasbah et qui peuvent réellement aider. Voilà, à travers vous, nous saluons les efforts impartis par toutes ces personnes qui s'impliquent dans la sauvegarde de leur patrimoine et la protection, parce que parfois, c'est vrai que la sauvegarde relève d'autres structures, du ministère de la Culture, entre autres. Donc, mais chacun peut contribuer. Vous voyez, votre ouvrage a permis un petit peu de sortir de l'ombre cette ville millénaire. Exact. Et c'est tant d'efforts, justement, qui sont à valoriser. Nous tenions, en ce mois de patrimoine, ce mois consacré au patrimoine, à mettre en valeur le potentiel humain qui est au service du patrimoine, et vous en faites partie. Merci, Yasmina Chahid Saoudi, merci pour votre contribution à l'écriture, justement, de l'histoire de nos villes. Vous reviendrez certainement parce que vous avez travaillé sur d'autres dossiers qui nous intéressent également. D'ici là, passez un bon ramadan. Ce sera avec plaisir. Voilà. Bon ramadan. Et on attendra votre retour avec impatience, croyez-moi. Merci. Merci. Avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié, mesdames, messieurs, cette rencontre autour de la ville de Délice. Une autre rencontre arrive tout de suite avec Rahim Abdelaziz qui nous emmène à El Bayed. El Bayed qui entretient jalousement ses champs de menthe. Et oui, nous allons parler de la culture de la menthe dans la ville d'El Bayed tout de suite. À tout de suite. Au sud d'El Bayed, Rassoul entretient jalousement ses champs de menthe. Du haut de ses 90 ans, le vieux Ali supervise la récolte de cette précieuse plante. Les travaux s'opèrent à l'ancienne, où la main de l'homme reste un élément clé dans le processus de production de la menthe. On a commencé la culture de la menthe en 1943. Au début, celle-ci était timide avant d'enregistrer un essor dès les années 50. La culture de la menthe de Rassoul est des plus respectueuses des traditions locales où l'engrais principal utilisé par les fellahs reste le fumier. La culture de la menthe que nous pratiquons constitue une activité qu'on a héritée de père en fils. Après la collecte des bouquets de menthe, ces derniers sont acheminés vers des hangars
pour être séchée à l'ombre. La menthe de Rassoul bénéficie d'un climat idéal que fortifie un savoir-faire des habitants. Le viollier supervise également l'opération de séchage. Une fois récoltés, les bouquets de menthe sont suspendus à l'ombre pour pouvoir sécher. Il ne faut pas que la menthe soit exposée au soleil pendant le séchage. Le soleil altère et lui confère la couleur noirâtre. On l'étale et l'opération de séchage peut s'étendre de 10 à 15 jours. Enfin, vient la mise en emballage après le séchage. Les fellahs locaux restent à la merci des spéculateurs en matière de commercialisation de cette précieuse menthe. La menthe en tant que produit est commercialisée à peu près dans toutes les wilayas. Il s'agit de sétif, Alger ou Larouat, où son prix au kilo n'excède pas les 300 dinars. Après les harassantes besognes, tout le monde se retrouve chez le vieux Ali, et ce pour savourer un thé à la menthe bien de Rassoul. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi j'ai senti l'odeur de la menthe. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle est là. Voilà, c'est l'occasion d'en parler avec Rahim Abdelaziz qui nous revient donc avec une autre découverte. Cette fois-ci, une particularité de la ville d'Al Bayt qui est connue pour d'autres aspects culturels, entre autres. Exactement, il s'agit bel et bien de Rassoul. Oui, Rassoul. C'est une commune située au sud d'Al Bayt. Oui. Al Bayt, c'est une région montagneuse. Ce n'est pas le cas de Rassoul, qui est de plein pied en plein zone stépique. Oui. Et une zone stépique des plus arrosées. Arrosé, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a un autre type de plantes qui résistent à l'aridité qui existe en milieu stépique. Mais là, c'est vraiment verdoyant, c'est une végétation carrément luxuriante, là. Justement, le vieux Ali a opté pour cette culture et depuis les années 40. Il est toujours laborieux, il assiste, supervise les travaux et fait vraiment, c'est un garde-fou en matière de préservation de ce précieux. Il a 90 ans. 90 mais on ne dirait pas, on l'a vu, il a gardé toute son agilité. Il a trimé pendant la guerre de Révolution, oui. 54-62, et il était l'élément de feu Boudren, colonel oui. Lotfi. Oui. Cette région a trimé pendant la guerre de Révolution. Et il est toujours debout. Et c'est sa passion. Le labeur, ça permet d'entretenir quand même sa forme. C'est vrai qu'on l'a vu avec les vieilles détentrices de savoir du côté de la Kabylie. Elles sont aussi alertes à l'âge de 80, 90 ans parce qu'elles ont toujours participé aux travaux de la terre, à la culture, justement, de nombreuses plantes. À l'image de ce monsieur qui a 90 ans aujourd'hui. Avec ses enfants, il travaille la terre toujours. Et sans pour autant négliger l'aspect biologique de ce type de culture. Oui. Et ils utilisent toujours le fumier. Et comme c'est une région sédimentaire, elle est favorable. Il s'agit bel et bien, en d'autres termes, d'un véritable biotope. C'est un biotope, c'est-à-dire c'est une culture complètement bio. La terre, elle renferme le kaolin. C'est une argile. D'où l'étymologie du mot Rassoul. Rassoul. Oui, tout à le fait. kaolin, les femmes l'utilisaient naguère pour leur bain. À la place de savon l'actuel savon. Voilà, c'est l'ancien savon. On lave le linge avec, et y compris les cheveux. Les cheveux, ça servait à tous les usages. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont remis ça au goût du jour. Il y a des artisanes qui travaillent de nouveau cette matière, le kaolin, et qui fabriquent du savon de manière artisanale. Un retour aux sources, c'est fait, c'est opéré depuis quelque temps. On assiste justement à tout un florilège de marques
de savon fabriqué à l'ancienne avec... Le plus souvent trompeur. Trompeur, pourquoi? Mais là... Pourquoi trompeur? Oui, parce qu'on rajoute de l'emballage, des couleurs et peut-être des parfums. Il est en train de défendre le label menthe de Rassoul. Vous avez baigné donc dans ce champ de menthe, ça a dû embaumer vos habits, ça a dû embaumer justement toute la voiture. D'ailleurs, Rassoul, elle sent la menthe un peu partout. Le soir, quand on arrose les plantations, on a affaire à des odeurs vraiment magnifiques. Magnifiques. Et Rassoul renferme aussi un vieux qsar que les habitants ont actuellement quitté et opté pour le dur. Oui. Rassoul fut dans la préhistoire aussi également un habitat pour l'homme ancien. Rassoul renferme une station rupestre des plus inédites dans la région des Qsor. Oui, et c'est vrai qu'il y a tout un chapelet de Qsor, on dira, dans cette région d'Al-Bayed, qui sont aussi beaux les uns que les autres, qui sont absolument fabuleux, chacun avec son cachet. Selon le relief, on retrouve de belles survivances. Rassoul est bel et bien situé sur l'axe qui mène droit vers Brezina. Oui. C'est une oasis des plus magiques. Et que vous nous avez fait découvrir d'ailleurs. Plus tard. Mais... Ah, bah ça y est, non? Je pensais que c'était fait pour Brezina. Pas encore. Pas encore, ben on attend. On attend de voir. On va revenir avec les fameuses Gor. Oui. Gor, c'est le pluriel de Gara. Gara. Le Gara, c'est des formations géologiques des plus curieuses que Dame Nature a forgées sur le tas, à partir de sédiments. Oui, très bien. Qu'on va découvrir également. Et Brezina mène droit vers la baie Sédichir. Et le Bnoud. C'est des régions qui restent méconnues, mine de rien. Et qu'on va découvrir à nos chers téléspectateurs d'ici là. Ça sera des haltes. Oui, bon, bah, si ce patrimoine, justement, est invisible quelque part, caché, et vous êtes là à débroussailler avec notre équipe. Humblement et simplement. Autant que les chercheurs qui travaillent là-dessus également, c'est tout à votre honneur. Mais si ce patrimoine-là n'a pas encore été révélé, il y a des villes où le patrimoine est carrément visible. Ce sont carrément, on parle pour certaines villes, de villes-musées. À l'image de Tebessa, par exemple. Vous avez visité à Tebest, l'antique Tebest. Il y a Kalama, Tebest. Tout l'est, l'antique Numidie, c'est un ciel, un musée. C'est un musée à ciel ouvert. C'est vrai qu'on arrive à Timgad, à Mougadi. Il y a des gravures rupestres à Sedrata, du côté de Mdaorosh, Madora. Oui, absolument. Hipporégius. Khmissa, autant de sites magnifiques. El-Qala, l'antique Tunisia. C'était l'antique Tunisia. Et j'en passe. C'est vrai que nous sommes ravis en tout cas d'avoir cet éclairage par rapport à Al-Rassoul. C'est vrai que ce sont des régions qu'on ne connaît pas. El-Bayed aussi n'a pas toujours été mise en lumière. Et c'est vraiment très intéressant. C'est une wilaya qui s'étend, c'est la 5e en termes de superficie, c'est la 5e plus étendue wilaya d'Algérie. Oui. C'est pratiquement le territoire du Benelux, Luxembourg, la Belgique et la Hollande, et plus encore. Mais pas industrialisée, d'où vraiment l'éclipse qu'elle heureusement pour la région. Heureusement pour la région qui est, agro-pastorale. Faune, flore, elles sont, mine de rien, sauvegardées quelque part. Excellent. Merci en tout cas, Rahim, de nous avoir fait découvrir cette région. On vous laisse le mot de fin par rapport à cette découverte, ce voyage à Al-Bayed. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter pour finir? J'invite les téléspectateurs à découvrir justement la réhabilitation de la gazelle Rim dans la région. Et cette fois-ci, on va droit à Brezina. Très bien. C'est un documentaire qui sera diffusé sur Canal Algérie. J'ai préparé pour des extraits Bonjour d'Algérie.
un mini reportage sur bonheur. la gazelle Rim. On attendra ça avec impatience. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Rim. À l'occasion, je la salue. Et c'est pas innocent. Il faut qu'elle soit svelte. Elle est svelte. Elle est filiforme. Bon, en tout cas, merci Rahim Abdelaziz. On continue de voyager à travers les sites de notre pays. Cette fois-ci, nous venons d'évoquer Tébessa, ce musée à ciel ouvert. Et tout de suite, c'est Hasiba Abdallah qui nous y emmène, mesdames, messieurs. Tébessa est une région riche de son patrimoine culturel. Ce dernier a été préservé jusqu'à nos jours grâce à l'attachement que portent les Tbessi à leur tradition. À Tébessa, nous avons beaucoup de traditions. Les circoncisions, le mariage traditionnel, l'habit traditionnel, les préparatifs du mariage comme la tuisa ou la préparation du couscous avec l'aide des amis et des voisins. Notre tapis appelé Zarbiyet Nmouchia ou Zarbiyet L'Ogada est différent du tapis de Batna ou de Gherder. Zarbiyet Nmouchia se distingue par sa couleur rouge. L'artisanat tient lui aussi une place importante à Tébessa, mais il ne profite d'aucune promotion lui permettant d'être connu. Les touristes qui visitent notre région peuvent visiter et découvrir tous nos sites archéologiques, mais ils n'ont aucune idée sur notre artisanat. Malheureusement, il n'y a aucun lieu ou endroit dédié à l'exposition de l'artisanat. La wilaya de Tébessa se distingue par son patrimoine, sa culture et ses traditions. Nous souhaitons préserver ce patrimoine culturel en exposant notre artisanat. Pourquoi pas dans les hôtels? Au moins, le touriste aura une idée sur l'habit traditionnel et le tapis de notre région. D'ici là, de nombreuses associations veillent à la préservation de ce patrimoine. Nassiba Jadir, dans la rubrique Mosaïque, est là pour vous apporter des nouveautés en matière justement d'art visuel, l'art plastique également. Bonjour. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver tous les mardis. Autant pour nous Nassiba, on est toujours contents parce qu'on baigne avec vous dans un univers, l'univers du beau, c'est magnifique. Oui, voilà, cette fois-ci c'est particulier. Oui. Nous consacrons notre rubrique à l'artisanat d'art. Donc, on s'est déplacé en ce mois sacré du mois de Ramadan au Palais de la Culture. Très bien. Comme chaque année. Donc, le Palais de la Culture Moufdi Zakaria, la direction du palais organise annuellement des expositions consacrées à l'artisanat. Donc, la direction invite des artisans et des artisanes. Et chacun d'entre eux se laisse guider par sa ferveur artistique et vient partager avec le grand public sa passion. Et ça se passe en soirée, donc on s'est déplacé avec l'équipe en soirée et nous avons pu rencontrer des artisans, des exposants et il y a une grande diversité d'objets artisanaux. Et en parallèle, il y a des spectacles aussi, pratiquement presque tous les soirs. Il y a beaucoup de public. Donc on peut, il y avait du public. Oui, disons que bon, c'est le début du mois. C'est encore timide. C'est le début du mois de Ramadan. Mais j'imagine, au fil des jours, il y aura beaucoup plus de monde. Oui, et l'information sera d'abord à travers votre rubrique. Voilà, il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont découvrir cela et qui vont certainement rejoindre cet espace. Tout à fait, Radia. Alors avec nos artisanes dont
Voilà, alors avec nous ce matin, il y a une quarantaine d'artisans qui présentent leurs objets artisanaux. Et avec nous ce matin, deux invités. Nous avons le plaisir de recevoir Zahira Bacha. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci accompagnée d'Essia Boulahbel. Merci, je suis ravie encore d'être avec vous. Merci. Essia, on a eu le plaisir de vous recevoir il y a 2 mois de cela. C'est à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Voilà. Et vous êtes venue avec une autre casquette, non pas artisane, mais artiste peintre. Voilà. Vous aviez participé à une belle exposition en collectif. Vous avez présenté vos œuvres d'art et vous êtes venue en parler. Et avant de nous quitter, vous nous avez dit, voilà, moi je développe une autre passion, c'est la création de bijoux. Vous nous avez promis de revenir, nous en parler, nous parler de votre deuxième passion. Et vous êtes là, vous avez tenu votre promesse. Alors vous exposez depuis début du mois de Ramadan au Palais de la Culture. Exactement. Une belle expérience? Oui, une belle expérience. Le Palais, ça reste quand même... le Palais, c'est une très belle expérience pour moi. Donc j'ai exposé déjà avec eux il y a quelques années pendant 5 ans consécutifs, le soir, Ramadan. Donc il y a une très belle ambiance. On est déjà le Palais, rien. On est dans un... on est déjà dans un univers artistique, donc même voilà. Donc là, je suis vraiment ravie d'être au Palais encore une fois. D'accord. Voilà. Et Zahira Bacha, plus connu votre prénom, c'est plutôt Zahira pour les intimes. Pour les très joli prénom. Alors Zahira, vous exposez aussi avec d'autres artisans. Oui, j'expose de la poterie céramique avec d'autres artisans qui viennent présenter leurs œuvres qui sont intéressantes dans la mesure. Alors vous êtes, si Essia est dans le bijou, vous êtes dans la poterie et c'est une famille d'artisans. Vous avez baigné dans l'art très jeune aussi avec votre sœur qui vous a ouvert un petit peu les portes et la voie. Louisa Bacha, la yarhamha. Là, c'est-à-dire, déjà quand j'étais jeune, je vivais j'ai vécu dans 2 villages où l'artisanat était très important. Donc, j'étais très intéressée par ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, dès que je sortais de l'école, c'était là-bas que je me réfugiais pour les regarder travailler. Un beau refuge. Et puis par la suite, quand j'ai vu ma sœur travailler, ça m'a donné envie. J'ai touché à la terre et j'ai attrapé le virus. On retiendra que l'histoire s'est arrêtée au niveau du virus. Le temps de voir le reportage, mesdames, messieurs. On va découvrir un peu la dextérité de toutes ces dames, de tous ces artisanes qui ont participé à cette exposition. Grâce à vous, on va voir les images, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On les lance tout de suite. Et découvrir d'autres artisanes, d'autres talents. Oui. Okay, pour revenir à l'histoire particulière de nos invités. Oui, chacune d'entre elles va nous raconter un petit peu sa petite histoire. Merci Nassiba. Donc voilà, c'est parti. Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, un savoir-faire à partager. Ils sont une quarantaine d'artisans et d'artisanes à exposer leurs objets d'art. En ce mois sacré du mois de Ramadan, ils mettent en scène leurs émotions. À chacun ses outils et son support de travail. Entre tradition et modernité, ils se laissent guider par leur inspiration. Par rapport au tissage que j'ai ramené aujourd'hui, il y a de l'innovation dedans. Il y a le traditionnel, certes, qu'on n'oublie pas, qui doit aller vers les musées, mais il y a beaucoup d'innovation. Il y a de la création, aussi bien dans le style, dans le design et aussi dans la façon de présenter le tapis, car il devient plus léger et il rentre dans l'aménagement du domicile, dans l'aménagement d'un salon ou dans l'aménagement d'une maison. Le temps d'une exposition pour apprécier la diversité d'expression de ses exposants. Une diversité d'expressions où chacun d'entre eux nous dévoile sa passion. Une passion et un savoir-faire au service d'un noble métier. Du temps et de la patience, il en faut
Dans ces produits artisanaux, des techniques et des méthodes de travail bien spécifiques. C'est une ancienne technique revisitée, c'est de la pyrogravure sur du daim. Voilà. Je dessine avec un fer à souder et j'utilise les symboles berbères, et voilà, les dessins. Déjà, je coupe le souffle quand je dessine parce que je fais les trous avec un fer à souder et j'ai pas le droit à l'erreur. Je dessine une fois monté, je dessine. Voilà. Au gré des coups de cœur et des inspirations, une symphonie de formes et de couleurs. Un jeu de matière aussi dans un art où chaque geste a son importance. Un art qui illustre toute sa noblesse. Ces artisans signent des objets d'art à la fois décoratifs et utilitaires. Des objets d'art qui mettent en valeur le riche patrimoine culturel algérien. J'expose les bijoux que je fais depuis maintenant, ça va faire 40 ans, de Benyani. Et on fait aussi l'argent avec toutes les pierres semi-précieuses, cela près de 30 ans. Voilà. Donc on nous encourage, on nous appelle et on fait des créations, on se prépare à cet événement. Et les gens sont au rendez-vous, voilà, ils viennent chaque année. J'achète les fleurs, j'imagine les compositions. Ensuite, à partir des couleurs, je forme les bouquets. Voilà, donc, et j'utilise beaucoup plus la rose. Le temps d'une visite pour partager cet amour du fait main. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Cette vitrine du savoir-faire se veut aussi un espace d'échanges et de rencontres. Voilà, on a vraiment bien visité, hein, Nassiba. Oui, une belle exposition à découvrir et à redécouvrir durant tout le mois sacré du mois de Ramadan. Moi, je suis étonnée de la variété des styles, de la variété des il y a chacun sa passion, à chacun son support de travail. Et puis, ils offrent en partage leur passion au grand public. On vient, on visite, on pose des questions. Bon, je ne vais pas trop m'attarder, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un petit échantillon, justement. Voilà. Alors, justement. Alors, on revient vers vous, Zahira Bacha. Zahira, parce que vous aimez bien votre petit prénom, on vous appelle Zahira. Zahira, vous vous passionnez. Donc, on a pu voir dans le reportage vos poteries. On va les revoir si c'est possible. On va demander à la réalisatrice de nous passer, de repasser des images de votre travail. Alors, une poterie revisitée, c'est entre tradition et modernité. Zahira? Oui, le but de ma sœur, c'était ça, reprendre les anciennes poteries, leur donner un aspect moderne pour qu'elles puissent s'intégrer dans des décors modernes, actuels. Et là, moi, je continue dans la même voie. Là, on est en train de voir justement quelques objets. Bon, par exemple, celle-là, c'est une coupe que j'ai faite entièrement à la main et que j'ai sculptée par la suite à l'extérieur. Et là, on ne voit pas très très bien, c'est un tableau triangulaire sur lequel j'ai mis quelques poteries que j'ai miniaturisées pour rappeler les anciennes poteries. C'est très joli, très joli en petit. Hein, oui, tout à fait. Et puis il y a la touche Bacha, maintenant on reconnaît vos objets. Hein. Même si la personne n'est pas présente, elle n'est pas représentée dans son stand, on découvre tout de suite, même s'il y a je ne sais combien d'objets artisanaux, combien de produits, on reconnaît. Alors là, c'est une autre technique. C'est une autre technique. Oui. La première, c'est la technique traditionnelle. Je fais cuire les poteries dans un four électrique 2 à 3 fois. Oui. Et la troisième fois, c'est au feu de bois pour avoir cette texture-là. La texture. Et comment on appelle cette technique? C'est de l'enfumage. Le non-fumage. De l'enfumage. Par contre, là, ce sont des poteries
qu'on appelle le raku. Le raku, justement, je voulais que vous le disiez en direct. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce sont des pièces qu'on fait cuire dans 2 à 3 fois également dans un four électrique. Et la troisième ou la quatrième cuisson, ça dépend des émaux que j'utilise. On les sort du four à 900 degrés. Donc nous avons vraiment des boules de feu quand elles sortent. On les met dans de la sciure de bois, dans un fût, et on ferme. Comme il y a un manque d'oxygène, elles se carbonisent, elles deviennent noires. Et tout ce qui a été émaillé, il se craquelle à la suite du choc thermique qu'elles subissent au moment du défournement. Voilà, on voit les craquelures, de belles craquelures qui donnent un aspect assez insolite à ces objets. Mais c'est vrai que... Ça donne un aspect contemporain, c'est entre tradition et modernité, et ça donne une belle touche. Hein. Et là, ça reste très sobre et élégant à la fois. Et là, je fais des décors traditionnels pour avoir une touche locale. Ok, j'espère qu'on aura le plaisir de visiter l'atelier. Il y a quelques années, j'avais visité l'atelier. À l'époque, il y avait Aziz. Oui. Il ne fait plus partie de l'équipe ces derniers temps. Aziz est parti en France. Voilà, mais j'ai eu le plaisir. Continue quand même. Il y avait l'atelier se trouvait à Douéra, j'ai eu le plaisir de visiter l'atelier. Mais maintenant, vous êtes déplacé, vous êtes à Nous sommes à Taqsraïn, la résidence Les Mimosas. Si vous nous faites l'amitié de franchir le seuil de votre univers, je viendrai avec plaisir. Vous serez la bienvenue. Merci. Avec plaisir. Merci pour visiter l'atelier et réaliser un reportage, vous voir à l'œuvre, carrément en direct. Pensez à m'embarquer avec vous, s'il vous plaît. Sans problème, je vous ferai un grand plaisir, Adia. Je vous ferai un grand plaisir. Alors, ça sent bon de l'autre côté. Oui, l'ambar, ça sent. Alors, justement, chez moi. Direction, on va je reviens vers vous, Assia. Je le disais, vous êtes artiste peintre et vous êtes dans la création de bijoux aussi. Et vous exposez au Palais de la Culture. Alors, parlez-nous de cette passion. Donc, c'est une deuxième passion. En fait, je suis animée par plusieurs. Je suis perdue un petit peu dans tout ce que je fais. La poésie, oui. J'écris aussi depuis toute petite. Depuis l'âge de 14-13 ans, j'écrivais. Mais j'étais toute timide. Là, c'est des trucs qui ressortent. Donc, dans mes bijoux, oui, je suis en fait animée par ce que j'appelle un grain de folie. Donc, je suis dans des matériaux très diversifiés. Je suis dans des pierres semi-précieuses. Je suis dans des noyaux de dattes, des bâtons de cannelle. Là, je suis passée à des bijoux organiques. C'est de l'écorce de noix de coco taillée. Bon, c'est pas moi qui la travaille, mais elle est voilà. Donc agrémentée toujours ou accessoirisée de amber. On peut le prendre, on peut le voir. Oui, bien sûr. Voilà. Vous avez une caméra juste en face. Voilà. Donc on peut le montrer. Donc là, nous avons de l'écorce de noix de coco. Là, c'est des pièces synthétiques pour mettre en valeur justement le bas du collier. Et là, on a l'amber. Donc je suis toujours, si vous voulez, dans les traditions. C'est très important pour moi. Une inspiration un peu. Je suis aussi dans l'africain. Nos origines, on est africains. Donc voilà. Et je suis aussi dans cet esprit du bijou qu'on peut porter aussi bien sur une belle robe d'intérieur ou une belle robe africaine, mais aussi en jean habillé ou donc c'est un bijou qu'on peut porter à toutes les occasions et aussi c'est-à-dire faire voyager notre culture, notre patrimoine. Nos arrière-grand-mères portaient ce bijou. Donc voilà. Je vois une petite chéchia juste à côté de vous. Justement, comme je suis d'Arnaba, donc j'adore. Oui. Alors chéchia, la mariée la porte en fait sur le côté. Il y a tous les accessoires qui vont avec. Vous savez, à l'Est, on porte la mariée porte beaucoup de bijoux. Donc chéchia, elle vient ainsi, voilà. On la met comme ça. Ouais, c'est tout mignon là. Comme ça. Attendez, je me tourne par là. Voilà, là. D'accord. Donc là, chéchia, normalement, elle n'est pas avec des pierres comme ça. Elle est toute en or. Ouais. Moi, je l'ai agrémentée avec des agates bleu ciel. Pour la mettre aussi, c'est très joli porté. Je l'ai portée dans une expo. J'étais en jean avec un haut un peu classique. Et donc, ça nous permet aussi de porter un bijou typiquement algérien. D'accord. Voilà. Ouais. Alors là, vous avez, par exemple, là, du cuir. J'aime bien toucher aux matières. Là, vous avez une cravate double face. Elle est en cuir. Coupée sur une belle chemise blanche très jolie et on n'aura pas à faire le nœud quand on ne sait pas le faire. Vous êtes bien inspirée. De très jolies marque-pages, moi je donnais à les montrer. Allez-y, ils sont très beaux, ils sont très beaux. Il y a tellement de belles choses. Regardez comme c'est mignon. Oui. Je ne sais pas si on peut les voir, voilà.
Vous voyez, il y a toute une panoplie comme ça de Et chaque pièce est unique surtout. Ah, je suis dans la pièce unique, oui. Je m'interdis de refaire le même modèle. D'accord. Alors, une de mes dernières créations, donc je suis dans le cuivre. Toujours le cuivre, ça fait partie aussi de nos traditions. Donc, je coupe le cuivre d'une manière vraiment artisanale. Je n'ai pas de machine. Donc, je suis dans la découpe, je suis dans la taille, je suis dans le... Donc là, je l'ai mélangé. C'est une pièce un peu contemporaine. Donc là, vous avez de l'argent, du cuivre, un onyx brillant, une pierre semi-précieuse et une agate. Portée sur une jolie robe ocre ou noire, ça donne vraiment... Voilà. En tout cas, pour plus de détails, on peut vous rencontrer, aller à votre rencontre au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, voilà. Vous y êtes tous les soirs? J'y suis tous les soirs. Tous les soirs, donc on aura... il y a une grande diversité de vos bijoux. Oui, toujours une grande diversité. On peut vous poser des questions. Oui, pas de problème. La même chose pour vous, Zahra aussi. Vous êtes là-bas tous les soirs. Oui. Donc, Palais de la Culture pendant tout le mois de Ramadan. Voilà, jusqu'au 1er. 27. Oui, les 27, je pense. Voilà, donc ça tombe un Tout à fait. Donc, on peut visiter l'exposition, assister à un spectacle. C'est vrai qu'on ne peut pas être exhaustif et montrer chaque objet, mais ils sont absolument tout aussi intéressants. Originaux. On ne peut pas les montrer oui, j'imagine. On pourra les découvrir. Inch'Allah. Voilà. Rendez-vous donc est pris la semaine prochaine. La semaine prochaine, mais avant, est-ce que je peux annoncer une exposition rapidement? Alors, il y a Maria El Tova, une artiste qui vit ici en Algérie. Elle est d'origine russe, elle est née en Russie et elle va exposer à la galerie Ifroud Design qui se trouve au boulevard Krib Belkacem, ex-Télémy. Alors l'intitulé, le titre générique de son exposition, c'est Le Sahara, une beauté loin d'être déserte. Et ça va se passer ce samedi en soirée. Le vernissage aura lieu à partir de 21h30 à la galerie Ifroud Design. On y reviendra avec plus de détails la semaine prochaine. Merci Nassiba Jadir, merci Asia Boulhbel et merci à Zahra Pacha de nous avoir honorés ce matin. Donc tout de suite, nous allons retrouver l'invité suivant. En fait, ce n'est pas un invité, c'est un habitué des murs. Il s'agit de Nabil Kitouni, notre collègue spécialiste du 7e art. C'est pour tout de suite. Et nous arrivons à la séquence cinéma, 7e art à l'honneur avec Nabil Kitouni. Bonjour Nabil. Bonjour. Ça va? Pardon? Ça va? Sans le café? Ça va, là, ça va. La preuve, voilà la réponse. Ça va. Ça va sans le café. Petite migraine, mais ça va. Oh, oui, ça c'est dû justement au manque de caféine, j'imagine. Voilà. C'est le cas de beaucoup de monde. Ça va très bien. Ça va très bien. Moi, je ne suis pas une consommatrice de café, pas de cigarette, pas trop fatiguée. Café, pas trop de fatigue. La même chose, pas de cigarette, mais du café. Voilà. Très bien. On va parler de quoi ce matin? Dites-nous, Nabil. Festival, pas seulement Festival de Cannes. Comme vous le savez, le Festival de Cannes vient de démarrer. Bon, c'était hier la cérémonie d'ouverture avec un film en compétition, un film d'un réalisateur très connu, Jim Jarmusch, un film sur les zombies, comme par hasard, voilà. Et voilà, ça démarre, 15 jours de pur bonheur, 15 jours de cinéma, 72e édition. Et pourquoi on parle du festival
de Cannes cette fois-ci, parce que nous avons... Mais avant de parler festival, nous allons présenter, je dirais, notre invité, jeune producteur très timide, mais jeune producteur qui débute, Khaled Chiri, qui est en train de travailler, on va en parler, qui a travaillé sur un projet d'un court-métrage d'un jeune réalisateur algérien, Cheikh Ibtal Bendiam, un court-métrage qui a été plusieurs fois primé, c'est pour ça aussi qu'on parle de festival, à travers de nombreux festivals, Black Spirit, jeune réalisateur très talentueux, voici le jeune producteur, et ils sont en train de... Je ne dirai pas plus, c'est lui qui en parlera peut-être tout à l'heure sur un long métrage. Là, on va revenir sur le festival de Cannes, 72e... il va y avoir des images, je pense, on va lancer un peu des images, voilà. Pourquoi on parle de festival de cette 72e édition? Parce que nous avons 2 films algériens qui seront présentés. Un dans la section Un certain regard, avec le film de Mouniam Medour, qui est la fille du défunt réalisateur Azdin Medour. Le film s'intitule Papicha. Bon, on en a parlé la dernière fois. Et un film qui va être présenté dans une... Là, c'était... Samounia Mido. Avant, c'était Amin Sidi Boumediene. Voilà, on parle de lui aussi, qui va présenter un film qui sera en compétition dans la semaine de la critique. Un film qui s'appelle Abou Leila. Le point commun entre les deux films, c'est quoi comme point commun, d'après vous? Jeune réalisateur, je dirais. À part, oui, pas mal, c'est l'esquive, pas mal. À part, jeune réalisateur. C'est 2 films qui vont parler de la même période, c'est les années 90, c'est la décennie noire. Je ne dirais pas plus. Un, concentré sur l'indépendance et je dirais la lutte pour une certaine forme de liberté, la lutte quotidienne d'une jeune fille qui s'appelle Nejma, qui campée par, je dirais, l'actrice connue Lina Khodri, qui avait joué dans le film de Sofia Jamal, Les Bienheureux, et un autre film où c'est 2 jeunes personnes qui partent à la poursuite d'un terroriste, Abou Leila, au Sahara. Voilà, c'est le film de Amin Sidi Boumediene. Voilà, ça c'est un peu les teasers du film. Voilà, 2 films. On espère que ces 2 films vont plaire au public cannois et après au public algérien. Un bon retentissement et un bon écho, un retour justement. Il faut dire que cette année, cette 72e édition va être présidée par un réalisateur, scénariste et je dirais producteur que l'on ne présente plus, Alejandro González Inarritu, un producteur mexicain qui a reçu plusieurs Oscars, notamment pour le film Le Revenant avec Leonardo DiCaprio, et le film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Birdman aussi. Voilà, il y a une bonne sélection. J'ai vu qu'il y a le prochain Tarantino, il y a le film de Tarantino aussi qui va être présenté, il est toute une fois à Hollywood. C'est un film avec 2 stars, bien sûr. Il y aura encore une fois Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, entre autres. Et voilà, plein de films palestiniens, il y a plein de films. Et ce qui est bien, Festival de Cannes, c'est le 2e plus grand rendez-vous, à mon sens, bien sûr. C'est pas le plus ancien, parce que c'est Venise, je crois, le Festival de Venise, la Mostra de Venise. Voilà. Et on voit le duo, donc Brad Pitt. Voilà, on a vu le duo, voilà. Ça, c'est le film qui sera présenté au cours de cette quinzaine. Voilà, tout dit, il y a le marché du cinéma, il y a la quinzaine des réalisateurs, il y a tout ça, il y a des masterclass, et 15 jours de pur bonheur, 15 jours de cinéma, 15 jours où il y a le marché du cinéma, où il y a des rencontres, voilà. C'est le festival. Il y a beaucoup de rêves autour de cette manifestation culturelle. J'imagine un jeune producteur comme Khaled Chiri rêve souvent d'y être, non? On fait en sorte d'y être le plus possible. Cette année, moi, je ne serai pas là pour des raisons personnelles, mais mon associé, mon partenaire, il sera. Je parle du Festival de Cannes, mais pas que Festival de Cannes, le maximum de festivals, parce que c'est des événements extrêmement importants, incontournables pour des jeunes producteurs surtout, qui veulent démarrer dans le métier. C'est l'occasion pour... Justement, c'est ce que je voulais vous poser comme question. C'est outre cette visibilité recherchée par les producteurs, tous producteurs jeunes, ceux qui démarrent, ceux qui sont déjà bien en place, le festival constitue une vitrine, c'est-à-dire visibilité. Mais outre cette vitrine, qu'est-ce que représente un festival en général, pas seulement le Festival de Cannes, pour un jeune producteur? Beaucoup de choses. Les festivals sont un élément incontournable dans le métier de producteur, dans le sens où, outre la visibilité, comme vous dites, c'est aussi la prise de contact, prise d'information, se renseigner sur ce qu'il y a de nouveautés, ce que présentent les uns et les autres. Et en même temps, il ne faut pas oublier que, notamment on parle du Festival de Cannes, il ne faut pas oublier que c'est surtout le plus grand marché du film.
Exact. En plus d'être un festival, c'est surtout un marché du film, donc c'est l'occasion de essayer de démarcher des distributeurs, des vendeurs internationaux, d'essayer de voir qu'est-ce qui se vend, que présente chaque pays comme nouveauté, etc. Donc, c'est un véritable travail de fourmi, c'est pas seulement pour présenter un film, qu'on a l'occasion de présenter son film, mais cela ne s'arrête pas là, il y a tout ça, ce travail, cette banque de données qu'on doit actualiser au fur et à mesure des rencontres, il y a ce qui se fait, qu'est-ce qui va se faire, être en contact, trouver des financements aussi, c'est un lieu où on peut nouer des contacts pour trouver d'éventuels financements, aborder des scénarios, parce que maintenant on parle plus de coproduction, voilà. Surtout pour, je dirais, pour nous, encore une fois, on va revenir, on a tellement parlé de ça, c'est le problème qui réside ici, entre guillemets, c'est les salles de cinéma. Vous parlez producteurs, mais des films, ok, mais pour quel public ? On a le public, mais dans quelle salle de cinéma, là réside le grand problème. Nous avons des salles, mais qui font office simplement de petites salles. On n'a pas de grandes salles, nous n'avons pas de multiplex, contrairement à la Tunisie, je suis désolé. Des salles qui répondent aux besoins d'un public. On a un public. Même si elles existent, elles sont assez... elles ne répondent pas. Oui, je suis d'accord avec vous, elles ne répondent pas. Vous avez quoi, une salle d'Afrique? Est-ce qu'elle est ouverte, la salle d'Afrique? Non. L'Algérie est en travaux, qui n'est pas loin de mon quartier des Bussy, pas loin, on passe mais aussi c'est l'énorme, c'est le matériel. Qui était assez mais vous avez besoin d'un matériel adéquat pour ces salles, parce que vous voyez maintenant les films, c'est pas seulement une image, c'est pas seulement une réalisation, il y a le son, il y a tout ce qui s'ensuit. C'est un rêve, proposer 2 heures de bonheur. Je sais pas, voilà. Je parle bien sûr que ce soit des films grand public ou des films d'auteur, des films, voilà. C'est le grand problème réside là, c'est que nous avons encore une fois un cinéma, parce que je parle cinéma algérien bien sûr, nous avons des films, nous avons de jeunes réalisateurs talentueux, vous avez qu'à voir leur court-métrage. Moi je suis curieuse de savoir de connaître le début de l'aventure avec, il est jeune producteur, il a choisi un jeune réalisateur pour la réalisation. Ça peut être aussi vice-versa, ça peut être aussi le réalisateur qui choisit aussi un jeune je sais pas producteur, qui a choisi l'autre finalement. Ça peut une rencontre. Il se trouve qu'on est cousins. Donc déjà, la famille nous a imposé l'un à l'autre. Et je ne nous a pas fait. Voilà, vous avez la réponse. Vous voyez qu'il y a des nouveautés, voilà. Oui, mais au-delà de ça, il se trouve que moi, ça faisait longtemps que j'étais en admiration devant son travail. Il n'y a qu'à regarder ce qu'il fait, aussi bien dans le cinéma qu'en musique. C'est un guitariste et musicien très talentueux. D'ailleurs, il compose lui-même la musique de tous ses films. Son film, très bien. Et vice-versa. Donc après, je vais pas m'avancer sur quelles sont les critères qu'il m'a choisi. Il faut dire que Chakib Talbendiam, qui a réalisé 2 courts-métrages extraordinaires, je ne suis pas là pour vous dire, il n'y a qu'à voir les nombreux prix qu'il a reçus et tout, c'est qu'il compose la musique, il écrit aussi, il écrit des scénarios, il écrit en anglais et en français. D'ailleurs, il a été retenu dans un pool de scénaristes pour des séries de la trempe de Game of Thrones, parce que vous aurez des acteurs qui ont joué dans Game of Thrones qui vont jouer dans ces séries là, pour une coproduction il y aura Netflix, anglaise et tout ça, pour dire un petit peu, parler un petit peu de son travail. C'est quelqu'un de très exigeant, quelqu'un qui est amoureux du cinéma sud-coréen, si je me rappelle bien, sud-coréen, et un inconditionnel, bien sûr, de Kurosawa, un grand réalisateur japonais qui a reçu d'ailleurs des Palmes d'Or au Festival de Cannes, encore une fois. Là, je parle de Chakib Talbendiam, parce que le jeune producteur est là et qui font un travail merveilleux, mais il y a beaucoup de jeunes réalisateurs. Profitez de ces quelques minutes, à chaque fois je vous lance l'annonce de la fin. Voilà, j'espère qu'il sera présent peut-être pour le prochain Festival de Cannes, parce qu'ils sont sur un projet, un long métrage, ils sont au début, et là c'est pour revenir, nous avons aussi, encore une fois, 2 jeunes Algériens présents pour cette 72e édition, dans la section Un certain regard, pour Benyamin Medour, et dans la section, je dirais, critique de film, qui est Amine Sidi Boumediene, à qui l'on doit demain c'est à Alger. Et j'ai oublié le dernier, Al Jazeera, je crois. Al Jazeera, court-métrage primé, des courts-métrages primés, des réalisateurs. Bon, le réalisateur, pour ce qui concerne Amine Sidi Boumediene, il est à son premier long-métrage. On espère qu'ils auront du succès, on espère qu'ils rencontreront un public. Et eux-mêmes, ils aimeraient bien qu'il y ait plus de salles de cinéma pour faire voir, pour montrer. Voilà. C'est vrai que monter... C'est bien de dire que c'est une transcription visuelle, je dirais, dans le travail, lorsqu'on travaille, mais une fois le travail fini
l'aboutissement, et je dirais le rêve, et je dirais ce que désire un réalisateur, et ce que désire un producteur. C'est un grand écran et une belle salle. C'est le grand écran, c'est montrer ce film-là, et surtout s'il est algérien, au public algérien, et voir ce travail-là. Et surtout, c'est le repère entre ces deux films, je dirais le point commun simplement, c'est la décennie noire. On va voir peut-être ces films que je n'ai pas encore vus, bien sûr. On aimerait bien voir cet exercice visuel, quoi. Merci beaucoup, Nabil. Merci. Voilà, je souhaiterais bonne chance à notre invité, jeune invité, timide bien sûr, mais qui fait un travail de fourmi pour le prochain film. Non, mais j'imagine qu'il se défend bien parmi les... Oui, dans le domaine, j'imagine que vous êtes un battant, que vous placez vos étalons. Oui, sur terrain. Devant les caméras, un peu moins, mais sur terrain, oui. C'est le plus important. Devant les caméras, ça sera le film. C'est pas mon rôle. C'est pas votre rôle. Voir l'aboutissement d'un travail, c'est déjà une satisfaction. Donc, en soi, merci en tout cas d'avoir été avec nous. De si bon matin, Khaled Chekri. Je vous souhaite bon vent pour toutes les prochaines aventures cinématographiques. Je vous remercie beaucoup. Et Nabil, on vous retrouve la semaine prochaine avec des nouveautés encore. Oui, parler. Peut-être pour vous parler un peu de l'accueil de ces deux films, je dirais, de ces deux longs métrages algériens. Voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Je vous l'avais promis au début de l'émission. Les fans d'ailleurs de Hasnaoui Amchtour seront ravis ce matin de le revoir sur le plateau de Canal Algérie. Donc c'est pour tout de suite. Mesdames, messieurs, ne décrochez pas. Sonorité spirituelle que le coup d'envoi des éliminatoires du concours annuel Hadil Arwah a été lancé. La première soirée du concours fut marquée par la prestation de plusieurs jeunes talents qui ont défilé sur le podium pour concourir aux 12 places prévues par le jury. À la fin de la soirée, le talentueux Fouez Aboud fut choisi pour sa performance de l'Inshed. Je participe à ce concours pour la 4e année consécutive. Je suis très content car je suis nominé. Je me suis bien préparé pour ce prime et Dieu merci, je suis toujours dans la compétition. Organisée par la télévision algérienne, cette 5e édition réunit près de 500 jeunes talents issus des 4 coins du pays où les voix et intonations de chacun rivaliseront entre elles tous les mardis soirs. En notre qualité de membre du jury, nous avons procédé à une première sélection. Il y aura 12 voix qui devront s'affronter entre elles dans le domaine de l'inshed et du chant religieux. Le chant de l'inshed a des techniques bien précises, dont la bonne maîtrise des intonations et techniques du chant. La fin de la soirée fut marquée par la belle prestation musicale du chanteur à la voix de velours Abdelkahar Lebchiri, lauréat de la 4e édition. Et nous aurons l'occasion, mesdames, messieurs, de revenir sur l'Inshed qui est très présent durant le mois sacré de Ramadan. Mais avant justement cela, continuons notre petit bonhomme de chemin avec cette dernière séquence où nous fait l'honneur de par sa présence Hasnaoui Amchtour. Bienvenue. Bonjour, je souhaite une bonne journée, Inch'Allah, et bonjour à tous les Algériens, les Algériennes. Azoul. Et bienvenue également à votre accompagnateur, votre acolyte, bien sûr, qui vous accompagne à la percussion, Reda Saïdi. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci pour l'invitation, bonjour. Tout le plaisir est pour nous. Vous avez un très bel instrument en tout cas. Merci beaucoup. Je tenais à le relever, il est travaillé vraiment. madame, j'ai 30 سنة من نعرفوا نخدموا كيف Oui, 30 ans. الحفلات لي تورني لا تيليفزيون et les chefs d'orchestre. Oui. C'est monsieur الله يبارك صيجي كحر ضربي. Merci beaucoup. Très bien. Bon, vous nous avez parlé de cette amitié de 30 ans. Que nous en dit Reda Saïdi? Oui, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé beaucoup, longtemps. C'est un plaisir de travailler avec ce genre de personnes. C'est un cheikh, Allah Ibarak, voilà. C'est vrai que le Chabi en Tamazirt, le Chabi Kabyle, donc c'est quand même venu tardivement. C'est-à-dire que bon, c'est depuis l'Anqa, un petit peu avant, quelques interprètes ont choisi justement d'utiliser la langue amazigh dans ce mot Chabi. Vous faites partie de ces pionniers en tout cas. Oui, madame. Le Chabi kabyle, il est très très riche.
Mais heureusement, il n'y a pas beaucoup qui chantent du shabi. Oui. La plupart, ils chantent que le folklore. Oui. 4-4, que le folklore. Mais le shabi kabyle, il est très très riche. Oui. Riche في الميزان وريش في الطبوع. Oui. Il est très très riche, la chanson kabyle est très très riche. El Hasnaoui a été votre aîné donc, sur cette voie et il a été lui aussi sur ce choix musical, on dira, ce choix justement d'aller vers le shabi avec la langue natale. El Hasnaoui, vous avez devancé, vous avez eu le plaisir de le rencontrer en tout cas de son vivant. Le cheikh. Oui. Oui, le cheikh a racheté la première fois en 79. Il m'a bien reçu, il est très très content. Il m'a donné le flambeau parce qu'on a presque les mêmes voix. Oui. Il m'a donné le feu vert pour la continuité. Alors c'est le Cheikh Diali. Oui, Cheikh Dialek, il composait, il écrivait, il chantait aussi. Ouais, est-ce que vous faites pareil? Moi, je suis un auteur-compositeur. Vous êtes également auteur. Je fais de la musique et je fais les poèmes. Très bien. Ouais. Il a chanté Cheikh El Hasnaoui, puis après il a fait son répertoire à lui. Quand il a enregistré sa première chanson à Montparnasse, il y a beaucoup de gens, je tiens à le signaler, à Montparnasse, c'est sa chanson à lui. Oui. Alors que d'autres personnes ils croyaient que c'est la chanson de Cheikh El Hasnaoui. Oui. Et il a fait autre chose, quelque chose de magnifique, c'est qu'il a pris une chanson... Un hommage à la maman aussi a été souvent repris. Il a fait une chanson que Cheikh El Hasnaoui il a fait en arabe. Oui. Il a traduit en kabyle. Oui. Il a fait le contraire. Il a pris une autre en kabyle et l'a traduit en arabe. Et c'est pas facile de réussir ce genre de... C'est vrai, c'est un exercice difficile de passer de la langue arabe vers le tamazir. Et c'est ce que vous avez réussi à faire. Et vice-versa, c'est vrai. Mais bon. En fait, il ne faut pas dénaturer le poème. C'est dans sa version originelle et originale qu'il est beau et qu'il est parfait, on dira, ou complet. Une fois qu'on le traduit, ça donne autre chose. On fait l'effort peut-être de garder la rime, ou de garder... Mais c'est l'essence qui est meilleure pour ce qui est de la poésie, j'imagine. Oui, c'est normal. Non, il a vraiment bien interprété les chansons de Cheikh El Hasnaoui et tout ça. Après, il a créé son répertoire à lui, qui est riche aussi. Et dans son répertoire figure une chanson consacrée à Dzaïr. Dzaïr, c'est la nouvelle chanson que je fais à Djazaïr, Djazaïr Shabba, l'Alami Rafras. Et vive l'Algérie. Vive l'Algérie. Je suis d'accord avec vous. راهي في خاطر كاع tous les Algériens اللي راهم هنا في الجزائر واللي راهم في الغربة نقول لهم راهي في خاطركم تحيا الجزائر. On va écouter un extrait tout de suite. On va l'écouter, je pense qu'on va écouter d'abord un enregistrement et après... داير تشبح العالم يزرفري داير تشبح العالم يزرفري يسمى نفرح داير يسعني يسمى نفرح داير يسعني أمول للجزاير الخيار ذي الجنان أمول للجزاير خيار ذي الجنان تبكي ذا غسر نحارف بلاد تحيا الجزاير لا لا تحيا الجزاير نغني كيف الجزاير تشبح العالم يزرف ريف داير تشبح العالم يزرف ريف يسمى نفرح داير يسعني يسمى نفرح داير يسعني. Vous aviez envie de continuer. Vous avez été emporté par la mélodie. On voit toute l'orchestration là. On a senti toute l'orchestration.
Sidi Jdid, le Sidi Jdid. Oui. Voilà. Vous l'avez intitulé comment? Vous lui avez donné un titre, ce CD, ce nouvel album? Ce CD, الجزائر عندها مجاهدين عندها فنانين عندها مثقفين درتها الثقافة الجزائرية. Oui, voilà. Un hommage à l'Algérie. Un hommage à l'Algérie, voilà, c'est ça. Oui, Cheikh Hasnaoui مفتوح, oui. هذا السيدي هذا اللي سجلته هو جديد كان أغاني واحد أخرين راح يخرج إن شاء الله موداوت إن شاء الله. Très bien. Et vous aviez envie de chanter en tout cas sur le plateau. Vous étiez prêt à commencer. On vous a interrompu. Allez-y, hein, chantez-nous quelque chose en live là. En live? Un petit extrait, plaisir. Un petit. Ouais, في خاطركم كامل. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hasnaoui Mftouh, depuis 1945, premier donc 45 tours. Le 1975. 75, premier 45 tours, voilà. Premier 45 voilà. tours, oui. Avec Mahboub Bati, c'est pas tout le monde qui avait accès à l'âge de 22 ans. Oui, j'aimerais justement au terme de toute... là, vous avez depuis fait du chemin, donc vous avez composé tout un répertoire, chanté pour le public dans différentes scènes. Et sur ce parcours, qu'est-ce que vous retenez le plus? C'est-à-dire, quelle est l'étape que vous avez aimée le plus? La période que vous avez le plus aimée dans votre parcours? Le plus aimé, j'étais la première fois sur télévision. En 81. C'était la première fois la télévision Madi Hdili تاع رمضان. من تما ولاو ناس يعرفوني وانا وبديت نسجل في التلفزه كاع لي شانا ناسيونال هذا. الان عندي 74 اغنيه في التلفزيون. كاين تاع الشيخ الله يرحمه وكاين تاع وعيناي. Voilà. Dimanche dernier, vous étiez à Tizi Ouzou, la scène a vibré ce jour-là, le public était nombreux.
l'ambiance familiale, c'est très beau. Il y a la sécurité, il y a tout, c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'il y a une autre date durant ce mois qui est prévue? On a le 16. Le 16 là, le jeudi, le 16, on a une soirée. Eh ben, on va avertir. Organisée par les droits d'auteur. Très bien. Les droits d'auteur. À Sidi Abdelrahman, en face, le Wali Sidi Abdelrahman, Rovali. هكذا سيدي. Oui, Rovali, oui. هكذا تفهمنا. هكذا le 16. Très bien, tout près de la Casbah. La Casbah, voilà. Oui. Voilà. Ben, bon vent pour ce prochain concert. Messieurs, merci de nous avoir honorés par votre présence ce matin. Sûrement que vous allez chanter Noujoum Lil. Vous allez la chanter lors du prochain concert du 16. Bien sûr. Très bien. Les techniciens, les caméramans, les Algériens. Vous ne les oubliez pas et eux certainement qui vous aiment beaucoup. El Hasnaoui Amchtoh, merci. Et Reda Saidi, merci de nous avoir. Oui, Reda Saidi, merci de nous avoir accompagnés. Donc c'est le dernier morceau, donc Noujoum Lil avec la voix d'El Hasnaoui Amchtoh, mesdames et messieurs, qui va nous permettre de clore cette émission. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre attention et pour votre fidélité. À très vite. Merci beaucoup. نشوف الديار بضياه وضويه